Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La ville des miracles est le début d'une nouvelle ère. Je crois qu'on est tous foutus. Je n'ai jamais aimé regarder les informations. En général, si les présentateurs ne sont pas en train de dramatiser la météo ou le sport, ils parlent de choses déprimantes comme les accidents de voiture, la maltraitance des animaux et la maltraitance des enfants. C'est démoralisant. Et je ne trouve rien de tout cela divertissant. Donc je zappe généralement vers un épisode des Simpsons. Récemment, un reportage a attiré mon attention au cours d'un rituel de recherche de chaînes. Si le présentateur ne l'avait pas formulé correctement, je ne serais probablement pas en vie aujourd'hui. J'ai vu la fin d'une séquence d'informations avant la pause publicitaire, et le présentateur, Ross Cooper, a dit « Tout de suite, découvrez ce que les habitants de la région commencent à appeler un miracle. Notre journaliste Dan Aaron nous parlera en direct d'un phénomène qui prend lentement de l'ampleur dans notre ville, juste après la pause. Restez à l'écoute. » Une telle phrase a suffi à me rendre accro, et j'ai donc choisi de regarder la série de publicités qui semblait interminable. Comme d'habitude, il y avait les bandes annonces de films, les publicités de magasins, et ces publicités de médicaments qui montrent toujours des gens gambadant dans des prairies pendant qu'un narrateur énumère tous les effets secondaires désagréables en 3 secondes. Les publicités durent toujours une plombe, mais j'estime que cela vaut la peine d'attendre pour écouter cette nouvelle potentiellement passionnante. Au retour des informations, le visage de Ross Cooper semble très inquiet, alors qu'il annonce qu'il s'agit d'une nouvelle de dernière minute et que le journaliste Dan Aaron est sur les lieux. La caméra montre Dan à l'intérieur d'une maison sombre, avec plusieurs autres personnes qui regardent par la fenêtre. Il est impossible de voir ce qui se passe à l'extérieur, mais on entend des cris et des hurlements en arrière-plan. Je suis en direct d'une maison située au cœur de Los Angeles, où d'autres survivants ont trouvé refuge. Le miracle dont les gens ont parlé est faux. À tous ceux qui regardent ce reportage dans la région, ne sortez pas. Si vous entendez des gens vous appeler par votre nom, ne les écoutez pas. Dan commence, l'air à la fois paniqué et presque prêt à fondre en larmes. Ross, inquiet, lui demande ce qui se passe exactement. Plus tôt dans la journée, il y a eu un énorme flash de lumière qui donnait l'impression qu'un portail s'ouvrait dans le ciel, et puis ces choses sont arrivées. Je ne sais pas ce qu'elles sont, mais elles ne sont pas humaines, et elles ont l'intention de nous tuer tous. L'extermination a déjà commencé !» s'écrie Dan, essayant tant bien que mal de garder son sang-froid en direct à la télévision. Quelque chose en moi me disait que c'était une farce, mais je devais continuer à regarder. « Calmez-vous, Dan. Comment pouvez-vous décrire ces agresseurs à nos téléspectateurs ?» demande Ross tout en restant professionnel. « Eh bien, un jeune homme de notre groupe les a décrits comme des métamorphes, et je crois que c'est une description exacte. Aucun d'entre nous n'a vu leur véritable forme, mais leur apparence semble changer plusieurs fois, de façon totalement aléatoire. Lorsqu'une de ces choses vous regarde, c'est comme si elle pouvait voir dans votre esprit toutes vos pensées et tous vos souvenirs, et elle s'en sert contre vous. Ces êtres prennent la forme de tous vos amis et de votre famille, mais ceux qui sont décédés. Ils imitent leur discours exactement comme vous vous en souvenez, puis ils vous invitent à sortir avec eux. C'est alors qu'ils vous attrapent. Lorsque leur victime meurt, leur corps se vaporise sous l'effet de cette étrange lumière qui émane de leurs yeux et de leur bouche, et vous entendez alors le son qu'ils émettent vraiment, et c'est horrible. J'ai vu tant de gens mourir aujourd'hui, Ross, et il ne reste rien d'eux. » Dan avait complètement perdu la tête et tremblait maintenant en sanglotant devant la caméra. « Dan, vous sentez-vous en sécurité là où vous êtes en ce moment ?» demande Ross. « Je ne sais pas, putain !» Dan répliqua, sa tristesse se transformant soudain en rage. « Le groupe avec lequel je suis a des armes, et les portes sont verrouillées, mais nous n'avons aucune idée de ce dont ces êtres sont capables. Je ne sais pas si ce sont des extraterrestres ou des démons, mais leur nombre augmente de minute en minute, et je pense que Los Angeles sera bientôt envahi. Tous ceux qui sont avec moi sont dans un mauvais état mental en ce moment. Nous entendons nos proches nous appeler, nous supplier d'aller les voir. J'ai vu ma grand-mère il y a quelques instants, et je veux courir vers elle, mais je ne peux pas. Cela ressemble à la fin des temps.
Et je suis sûr que cela se produit ailleurs et que la race humaine risque d'être anéantie. Mais si nous parvenons à nous accrocher et à ne pas laisser nos émotions obscurcir notre jugement, nous survivrons assez longtemps pour que les secours arrivent. Appelez l'armée, appelez tout ce que vous pouvez. Nous ne pouvons pas laisser ces créatures gagner, s'exclame Dan juste avant que le signal ne s'éteigne. La dernière chose dont je me souviens est qu'il a dit « Oh mon Dieu, je crois que quelques-unes de ces créatures sont entrées à l'intérieur. » Ross Cooper, choqué, annonce que la station a laissé cesser d'émettre. Un signal d'urgence a été émis quelques secondes plus tard, et je suis resté assis sur le canapé en silence. Je ne savais pas si je devais appeler toutes les personnes que je connaissais ou attendre de voir si l'épidémie allait toucher ma région. J'ai ressenti le besoin soudain de regarder dehors, et juste au moment où je l'ai fait, j'ai vu, parmi toutes les personnes, mon ancien professeur de gymnastique, M. Morse, qui m'avait encadré et aidé à devenir l'athlète que je suis aujourd'hui. Il m'a interpellé, me rappelant combien de temps s'était écoulé depuis notre dernière conversation. Bien sûr, je savais que ce n'était pas vraiment lui, et si je n'avais pas regardé le journal télévisé à ce moment-là, je serais sorti pour lui parler, et je serais mort dans d'atroces souffrances. Derrière lui, s'approchant de loin, il y avait une foule d'envahisseurs qui marchaient dans mon quartier. C'est la dernière fois que j'ai jeté un coup d'œil dehors. Maintenant, je suis enfermé dans un sous-sol sombre avec pour seule lumière celle de cet écran d'ordinateur. Toutes les portes de ma maison sont verrouillées et toutes les lumières qui pourraient attirer l'attention sont éteintes. Je pense que la foule a contourné ma maison, car je n'entends plus personne m'appeler par mon nom. Mais je viens d'entendre les cris de terreur de mes autres voisins, et je pense qu'ils sont morts. C'est très calme maintenant. J'ai déjà prévenu toutes les personnes auxquelles je pense de rester à l'intérieur. Je suis sûr que je penserai à d'autres personnes au cours de la nuit, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur la diffusion de cette histoire. Je sais que l'armée va agir. Je suis sûr qu'elle sera là d'une minute à l'autre pour maîtriser la situation. Mais si ce n'est pas le cas, j'ai assez de provisions pour tenir 1 mois ou 2 au maximum. Après avoir fait des recherches constantes en ligne, je suis certain qu'il s'agit maintenant d'un phénomène mondial. Des vidéos tournées par des personnes qui se sont barricadées chez elles ou dans des lieux publics commencent à apparaître sur YouTube, avec des images de foule comme celles que j'ai vues il y a peu. L'une de ces vidéos provient d'aussi loin que Tokyo au Japon. La vidéo a déjà été visionnée plus d'1 million de fois. Et dans la section des commentaires, plusieurs personnes ont affirmé avoir vu leurs propres parents dans la foule filmée par un homme depuis le 4e étage de son immeuble. J'ai vérifié par moi-même, et bien sûr, depuis le Japon, j'ai vu mon grand-père, mon oncle et ma belle-mère défiler dans les rues, et ils semblaient me regarder à travers l'écran de l'ordinateur. Des vidéos comme celle-ci sont la preuve que nous avons affaire à une force qui dépasse largement notre entendement. Qu'est-ce qu'ils sont exactement ? Comment sont-ils arrivés ici ? Espérons que nous pourrons survivre assez longtemps pour trouver ces réponses. Si je parviens à passer la nuit, je promets de mettre à jour en permanence mon récit de ces événements catastrophiques. Je m'appelle Regan Myers de Los Angeles en Californie, et je suis le témoin du début d'une nouvelle ère. Ce vieux retraité en fuite s'est assis dans un restaurant et a choisi quelqu'un. Il y a trop de choix. Je n'arrive pas à me décider. Les gens se pressent devant moi, toutes sortes de personnes de taille, de couleur de peau, de forme et de visages différents. Chacun d'entre eux semble être pressé, et ils semblent tous savoir où ils vont. Je suis une statue au milieu du chaos, plantée sur un banc au milieu du centre commercial, aussi immobile qu'un rocher dans le vent. Cela fait très longtemps que je n'ai pas été dans un tel endroit. Ils pensaient que je n'y arriverais pas, voyez-vous. Mais je m'en sors parfaitement bien, quoi qu'ils puissent vous faire croire. Ils m'ont dit de ne pas venir ici. Je n'ai jamais le droit d'aller quelque part avec trop de monde, vous voyez, ils ne me font pas confiance. Alors, j'ai pensé que ce serait très amusant de leur prouver qu'ils avaient tort et de leur montrer à quel point je me débrouillais merveilleusement bien. Je ferai mes courses et je me comporterai de manière parfaitement respectueuse. Pas de blague, pas comme la dernière fois. Et me voilà, sans blague,
dans ce délicieux centre commercial où les gens font leurs courses pour leurs proches, où ils se retrouvent pour déjeuner et où les vendeurs passent leur temps à consulter leur montre pour savoir quand leur service se termine. C'était terriblement excitant de voir les gens faire leurs courses et vivre leur vie. J'avais déambulé dans les magasins, notant dignement et discrètement tous les articles coûteux et clinquants. Et ce n'est que lorsque j'ai vu passer devant moi un grand homme en sueur, serrant un bretzel dans ses bras, et que l'odeur s'est répandue jusqu'à mes narines, que je me suis retrouvé à réfléchir à mon repas de midi. J'avais promis de résister, mais qu'est-ce que ça pouvait faire ? Je me suis donc rendu dans la partie la plus animée du centre commercial, l'aire de restauration. L'aire de restauration est un labyrinthe. C'est quelque chose que j'aurais dessiné il y a 40 ans quand j'imaginais le futur, avec d'immenses panneaux de verre au-dessus de nos têtes, de la musique forte et des odeurs de toutes sortes qui nous agressent le nez sans que nous y soyons invités. Je veux dire, les odeurs, il y en a tellement. Je ne m'attendais pas à ça. Chips, pizza, ail, poisson, hamburger, épices, hot dog, popcorn. Mes sens ont été éblouis, malmenés jusqu'à ce que les arômes se confondent et ne se distinguent plus les uns des autres en une seule et même odeur de nourriture. J'ai vu la viande grésiller sur les grilles. J'ai vu les hamburgers roses et crus s'assombrir jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être mangés. J'ai vu des frites transportées dans des friteuses pour être huilées, luisant doucement tandis que les gens les engouffraient dans leur bouche. J'ai vu plus de pop-corn que je n'aurais jamais cru possible tourbillonner dans une énorme machine, jusqu'à ce qu'il soit temps de le choisir. J'ai vu du poisson cru, des sushis apparemment, être découpés en cubes et transformés en forme homogène et en couleurs exotiques. C'était d'une vulgarité sans nom, de voir tant de nourriture d'un seul coup, mais les foules l'engloutissaient. Et chaque restaurant était plein de corps gras se tordant, mâchant de la chair, de l'huile et du sel. Mais je n'étais pas tenté. J'étais trop ébloui. Je me sentais accosté par choix. Je suis parti au bout de quelques minutes à la recherche d'un peu de répit, même si le reste du centre commercial me semble bien fade en comparaison. Il y a peu d'odeur ici, à part la puanteur secondaire de l'air de restauration qui colle aux vêtements des gens. Même les plantes, en plastique bien sûr, ne dégagent aucune odeur. Rien ne vit ici. Je me demande si les odeurs de nourriture me sont restées, et je renifle mon pull. Mais je ne sens que de la lessive et du savon à la lavande. Je sens probablement l'odeur d'une personne âgée. Mais quand j'étais plus jeune, je détestais l'odeur des personnes âgées. Les vieux sentaient la mort, les fleurs et le talc. Aujourd'hui, j'en suis un. Plus âgé que tous ceux qui m'entourent, si âgé que vous ne me croiriez peut-être pas si je vous donnais mon âge, et je trouve mon arôme personnel plutôt réconfortant. J'ai décidé de me contenter d'observer les gens qui passent devant moi. Cela pourrait éveiller mon appétit. Une femme passe en trombe avec 2 enfants. Elle gifle l'un d'eux. Ses bras sont chargés de sacs de courses et je me demande ce qu'il y a dedans. Des jouets peut-être ? Mais elle a un visage de pétasse et je me dis qu'elle n'est pas du genre à être généreuse avec ses enfants, même à Noël. Les pauvres. Elle engueule à nouveau le plus jeune parce qu'il traîne et il réplique par un juron, levant son majeur pour donner de l'éclat à sa réponse. C'est à elle que j'accorde mon allégeance, à cette petite peste. Quand j'étais petit, je n'aurais jamais rêvé de parler ainsi à ma mère. Je me demande si je pouvais les suivre, mais pour l'instant, je me contente d'observer tranquillement. Ce serait trop évident de toute façon. Il n'y a pas assez de monde ici. Je vois des gens qui portent des gobelets en papier remplis de café, de thé et de chocolat chaud, et d'autres qui sont assis sur des bancs semblables aux miens et qui prennent leur déjeuner. Un garçon prend une énorme bouchée d'un Big Mac et tous s'étouffant avec. Mon estomac grogne timidement. Son père lui offre distraitement 1 litre de Coca Light pour le faire descendre. Et à la vue de ce garçon en train d'engloutir le liquide brun, je sens le grognement intérieur se transformer en dégoût. Je m'arme de courage pour y retourner et affronter à nouveau l'aire de restauration, mais cela me semble bien difficile. C'est là que je suis sûr de trouver le meilleur choix pour mon déjeuner. Mais mon corps est comme agressé par les odeurs et les bruits.
Mes mains sont poisseuses car j'ai eu le malheur de les poser sur une balustrade et mes pieds sont usés et abîmés à force de tourner autour des restaurants dans un carrousel lugubre et cauchemardesque. Poussé par le grognement incessant de mon estomac, de plus en plus fort maintenant, je décide de revenir et de faire face. Je me faufile dans les foules dégonflées, me frayant un chemin parmi les familles, les couples et les célibataires. Et finalement, je suis de retour. Je suis de retour parmi les odeurs, les images et les sons, les cafés chatoyants et les restaurants clinquants. Je regarde autour de moi, respirant les arômes appétissants qui passent, me demandant comment je vais faire mon choix. Cela fait si longtemps que je ne suis pas sorti. C'est si difficile. Comment savoir ce qui est le mieux? Est-ce que je fais mon choix en fonction de l'apparence ou sur le parfum? Et si, après toutes ces délibérations, je faisais un mauvais choix? Je sens monter en moi le sentiment familier de panique et je me demande s'il n'avait pas raison après tout. Peut-être qu'on ne peut pas me faire confiance tout seul. Peut-être suis-je devenu trop vieux pour être discret. Peut-être devrais-je partir maintenant avant que les choses ne tournent mal. Mais la vue d'un homme d'âge mûr, dodu, assis dans la vitrine d'une chaîne italienne populaire, me fait m'arrêter. Il est en train de dévorer sa nourriture. Du fromage gluant suinte sur sa pizza. Des pâtes sont englouties dans sa bouche à vide. Je sens un frémissement. J'ai fait mon choix. Je me dirige vers le restaurant, où l'hôtesse m'accueille avec une multitude de menus. Normal, sans gluten, végétarien, végétalien, je n'avais jamais entendu ce mot. J'hésite, je ne sais pas ce que je vais répondre. Je demande à être assis près de la fenêtre et je demande à avoir un peu d'eau du robinet. Je m'assois près de l'homme et j'examine ses traits. Ses joues sont merveilleusement roses, ses bras sont ronds et solides. Oui, il fera l'affaire. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir voir le menu, monsieur ?» me demande la serveuse en m'apportant l'eau du robinet. « Pas tout de suite, non. » dis-je solennellement en me demandant combien de temps je vais pouvoir la faire patienter. Pour elle, je ne suis qu'un vieux bonhomme innocent. Elle est sûre de m'accorder encore un peu de temps. J'ai fait mon choix, et cet homme fera l'affaire. On m'a dit que je ne pouvais pas le faire discrètement, mais je me souviens de ce qu'il faut faire. Il y a si longtemps que je n'ai pas mangé un vrai repas. La salive danse sur ma langue. Il faut juste que je trouve un moyen de l'isoler. « Excusez-moi, » dis-je. Il lève les yeux. « Pourriez-vous me raccompagner à mon groupe quand vous aurez fini votre repas, si cela ne vous dérange pas trop? Je suis en excursion avec mon centre de soins et j'ai perdu tout le monde. » Il sourit gentiment. Je ne suis qu'un vieux bonhomme inoffensif. Son visage est bon, confiant, plein de sang. Non, je n'aurai certainement pas faim ce soir en allant me coucher. Le chaton n'était qu'un appât. Une belle chute de neige, la première depuis que Cara a emménagé dans la petite maison confortable qu'elle a louée. Elle se trouvait à la campagne, et c'était l'endroit idéal pour suivre ses cours à l'université en ligne, tout en réalisant son rêve de toujours, devenir une artiste affamée, une écrivaine de science-fiction affamée plus précisément. Le couple de personnes âgées à qui elle louait la maison et dont elle avait gardé les petits-enfants avait quitté le Midwest pour un climat plus chaud après avoir pris sa retraite. Ils avaient eu pitié d'elle, car ils savaient que sa mère, son seul parent, était morte d'une overdose après de nombreuses années de dépendance. Ils l'ont autorisée à rester pour presque rien en échange de l'entretien de la propriété. Pour beaucoup de jeunes d'une vingtaine d'années, vivre seul dans une maison aussi grande et isolée serait ennuyeux ou effrayant. Mais pour Cara, qui n'avait vécu auparavant que dans des appartements exigus et crasseux du centre-ville, c'était absolument extraordinaire. C'est en partie pour cette raison qu'elle était si enchantée par les chutes de neige. Bien qu'elle se considère comme une artiste sérieuse et solitaire, l'attrait de la neige l'attirait. Elle s'emmitoufla et sortit pour une promenade paisible dans un paysage magnifique.
Une immense cour avec une grange à une extrémité et un petit étang à l'autre. La vue pittoresque, ainsi que le silence paisible que seule la neige peut créer, la mirent de bonne humeur, et elle se sentait très calme et heureuse lorsqu'elle revint à la maison. Au moment où elle montait le premier escalier menant à la porte de la maison, un mouvement dans la neige attira le coin de son œil. Pour une raison qu'elle ne pouvait pas expliquer, son cœur a sauté un battement, et elle a ressenti le besoin de courir à l'intérieur et de fermer la porte à clé. Cette sensation ne dura qu'une fraction de seconde, mais il lui fallut un moment pour se ressaisir. Elle regarda prudemment ce qui avait bougé, et c'est alors qu'elle le vit. Un minuscule chaton d'un blanc pur, âgé de 2 mois peut-être. Elle dut se moquer d'elle-même pour avoir été surprise par une petite créature aussi innocente. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle à la recherche de sa mère, pensant à tous les chats à moitié en liberté qui vivaient dans la propriété. Elle ne se souvenait pas que l'une des chattes avait eu des chatons, et par ce temps froid, ils se réfugiaient le plus souvent dans la grange ou le garage. Quoi qu'il en soit, ce chaton était seul, et il faisait au moins -30 dehors. Elle l'a pris dans ses bras, presque sur un coup de tête, et a décidé de le garder. Elle n'avait jamais eu d'animal de compagnie auparavant, et l'imaginait très bien se blottir contre elle pendant qu'elle écrivait ou étudiait. Plus elle y réfléchissait, plus elle pensait que c'était une bonne idée. Luttant contre l'envie de lui donner le nom d'un personnage de science-fiction, elle opte pour Snowy, plus facile à écrire. Elle s'étonne qu'il ne soit pas gelé alors qu'elle l'enveloppe dans une couverture et fouille dans les armoires de son propriétaire à la recherche de fournitures pour animaux. Kara se dit que le petit chaton a dû sortir du garage et s'aventurer trop loin dans le froid. Elle a trouvé de la nourriture pour chat et l'a diluée pour lui. À son grand soulagement, il l'a avalé avec reconnaissance. Elle le porta dans la grande maison jusqu'au sous-sol aménagé où elle vivait, meublé uniquement d'étagères de livres de science-fiction, d'un lit et d'un bureau encombrés. Elle pensait que la présence d'un petit chat lové dans un coin rendait l'endroit beaucoup plus accueillant. Pour le reste de la journée, elle ne pensait plus à étudier ou à écrire, mais à jouer avec son nouvel animal de compagnie. Cette nuit-là, cependant, elle a eu du mal à dormir. Elle s'est réveillée au milieu de la nuit avec l'horrible sensation que quelqu'un l'observait. Elle resta allongée en silence, les yeux fermés, espérant que si elle ne reconnaissait pas ce sentiment, il disparaîtrait. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, ce sentiment ne faisait qu'empirer. Son cœur s'emballait et elle luttait pour ne pas perdre son souffle. Des heures plus tard, elle sombra dans un sommeil agité, mais fut tout de même soulagée lorsque le matin arriva. Bien qu'il n'y ait pas de fenêtre dans le sous-sol, c'est comme si un brouillard s'était levé. Toute l'atmosphère de la pièce changea. Pendant la nuit, les légères chutes de neige s'étaient transformées en tempête et la température avait chuté de 20 degrés encore. Kara n'avait pas l'intention d'aller quelque part, mais le fait de savoir qu'elle ne pouvait pas le faire la dérangeait plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle a essayé d'écrire, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Après avoir lutté pendant un certain temps, elle a décidé qu'il était inutile de continuer à travailler et a préféré se blottir contre Snowy et chercher un peu de tranquillité d'esprit dans son roman préféré. Cela lui permettait de s'évader un peu, mais le soir venu, elle redoutait d'aller se coucher. Elle lutta aussi longtemps que possible, mais l'épuisement finit par l'emporter. Elle s'est endormie facilement, mais s'est réveillée quelques heures plus tard, comme avant. Cette nuit-là, comme les précédentes, elle se réveilla avec un sentiment de malaise. Déterminée à ne pas passer une autre nuit aussi misérable que la précédente, elle se força à ouvrir les yeux. Elle tourna lentement la tête vers le centre de la pièce et vit une paire d'yeux rouges vifs qui la fixaient. Elle voulut crier, mais la peur la figea. Lentement et délibérément, elle ferma les yeux et les rouvrit. Cette fois, les yeux qu'elle vit étaient jaunes et appartenaient à Snowy. Kara se demande ce qui ne va pas chez elle, et elle était toujours figée par la peur. Sans réfléchir, elle dit doucement « Snowy ?»
et le chat courut immédiatement se blottir contre elle dans le lit. Elle cacha son visage dans sa fourrure et essaya de dormir, mais n'y parvint pas. Finalement, elle décida qu'elle avait peut-être besoin de se lever et de quitter le sous-sol. Elle se leva, forçant le chaton à sauter par terre, et se dirigea à tâtons le long du mur vers la poignée de la porte. Bien que la pièce soit presque plongée dans le noir, elle garda les yeux fermés. Elle trouva la porte, mais alors que ses mains parcouraient désespérément le cadre, elle ne sentit pas la poignée. Elle se força à ouvrir les yeux. La poignée était juste devant elle, et elle ne savait pas comment elle avait pu la manquer. Mais elle remarqua une chose. La lumière rouge anormale venant de derrière elle. Ne voulant pas tourner le dos à la menace potentielle, elle se retourna lentement. La lumière venait de partout et de nulle part. Elle baignait tout simplement la pièce. Snowy avait sauté sur une étagère, et maintenant il sautait en bas. L'ombre projetée par cette lumière étrange n'était pas celle d'un chat, mais celle d'une créature grotesque et courbée, semblable à un être humain. Kara oublia de quitter la pièce et trébucha en arrière. Pressée contre la porte, elle ne parvenait pas à formuler une pensée complète. La terreur l'étreignait. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était se recroqueviller sur elle-même et fermer les yeux, tandis que le chat traversait lentement et délibérément la pièce dans sa direction. Mais il était trop tard pour ces absurdités. Le chat a quitté la maison quelques heures plus tard. Il a traversé la température glaciale sur des routes glacées, possédant le corps de Kara et tenant un chaton dans ses bras. Comme le chaton errant avait permis à Kara d'entrer dans sa vie, la petite fille errante allait sûrement attendre une autre âme. Elle finit par se rendre dans une autre ferme, les larmes aux yeux, pour raconter l'histoire d'un accident de voiture et d'une promenade dans le froid. Qui pourrait refuser de recevoir des créatures aussi innocentes ? À la fin de cette histoire, on comprend que le petit chaton trouvé par Kara n'était pas un animal ordinaire, mais une créature surnaturelle et malveillante. En apparence mignon et vulnérable, il servait en réalité d'appât pour piéger des humains isolés et les posséder. Peu à peu, Kara ressent une présence étrange, voit des yeux rouges, puis une ombre non humaine derrière le chat. Elle comprend trop tard qu'elle a laissé entrer une entité maléfique chez elle. La créature prend possession de son corps. Le lendemain, ce n'est plus Kara, mais la chose qui contrôle son enveloppe humaine. Elle part dans la neige, tenant un vrai petit chaton dans ses bras, et se fait passer pour une jeune fille perdue, racontant une histoire triste d'accident de voiture pour susciter la pitié. Elle se dirige vers une autre ferme, prête à recommencer le cycle. La créature se transmet ainsi de personne en personne, utilisant l'apparence innocente d'un chaton pour se faire accepter, puis prendre le contrôle. Le pouvoir des Asuras. Cher anonyme, j'ai reçu votre réponse et je suis heureux que vous ayez manifesté votre intérêt. Je sais que le processus semble intimidant, mais l'opportunité que je vous ai offerte vaut la peine d'être saisie. J'ai décrit les instructions ci-dessous comme promis. Suivez chaque étape avec précision et vous obtiendrez le pouvoir que vous recherchez. Mais tout d'abord, je vais vous donner quelques informations de base concernant votre tâche. Dans la mythologie hindoue, les Devas, dieux, et les Asuras, démons, se livraient à de grandes guerres. Il était impossible de maintenir l'ordre et la paix, car le pouvoir était en constante évolution. Les Devas et les Asuras s'adonnaient au tapa, une pratique qui consistait à renoncer au plaisir afin d'obtenir des siddhis, des pouvoirs tels que la force ou l'invisibilité. Le tapa implique généralement des tâches subalternes comme le yoga, le jeûne, les tantras, la méditation, etc. Alors que les devas étaient plus dévoués à la pratique des tapas en tant que forme d'illumination, les asuras les pratiquaient suffisamment longtemps pour obtenir un siddhi, puis s'arrêter brusquement.
Sukra, le maître des Asuras, leur a enseigné différents tapas et rituels pour qu'ils deviennent plus puissants. Finalement, il parvint à leur donner l'invincibilité. Les Devas perdirent bataille après bataille contre les Asuras et furent menacés d'extinction. Cependant, sous la direction de Vishnu, le suprême, ils purent obtenir la boisson de l'immortalité et vaincre les Asuras. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ai raconté ce petit bout de mythe. Les Asuras existent bel et bien, et vous allez effectuer un tapa pour obtenir un siddhi de leur part. Avant de commencer, je tiens à préciser quelques points. Vous n'allez pas prendre des positions bizarres sur un tapis de yoga ou chanter des hymnes. Non, ces tapas ont des exigences plus excitantes qui peuvent repousser ceux qui ont le cœur fragile. Ce pouvoir n'est pas destiné au doux. Deuxièmement, comme je l'ai déjà dit, les Asuras ont été vaincus lors de nombreuses grandes guerres. Si beaucoup sont morts, certains des Asuras les plus puissants sont encore en vie. Ils sont plus faibles qu'à l'époque où ils ont fait la guerre aux Devas, et leurs siddhis sont donc beaucoup plus accessibles. Vous tenterez d'obtenir un siddhi auprès de l'un d'entre eux. Enfin, un mot d'avertissement. Il n'y a pas de retour en arrière possible après le tapa. Vous pouvez partir et oublier le pouvoir, le tapa et 7 lettres avant que le tapa ne commence. Vous avez le choix. Mais une fois entamé, le tapa ne peut être arrêté. Vous terminerez le tapa ou vous mourrez. Il ne s'agit pas d'une menace de ma part, mais d'un avertissement sur ce qui vous attend une fois le tapa commencé. Maintenant que vous avez été correctement informé, n'hésitez pas à lire la suite. La première chose à faire est d'aller chez un bijoutier local ou dans un magasin de charme pour trouver un symbole de serpent. Il peut s'agir d'un véritable serpent ou simplement d'un croc. Le symbole peut être placé sur une bague, un bracelet, un collier, n'importe quel accessoire pouvant être porté. Vous devez le garder sur vous pour commencer le tapa. Une fois que vous avez trouvé l'accessoire qui vous convient, parcourez les rues jusqu'à ce que vous tombiez sur une étrange boutique que vous n'aviez jamais remarquée auparavant. C'est un petit établissement sans fenêtre dont la porte est ornée d'un serpent noir. Un petit judas rouge se trouve au-dessus de la porte. Frappez 2 fois et tenez votre accessoire avec le symbole du serpent visible devant le judas. Après un court instant, la porte s'ouvrira et vous serez accueilli par une petite femme âgée en robe grise. Répondez-lui en disant « Namasté » et en vous inclinant légèrement. Si vous le faites correctement, elle vous conduira à l'intérieur. La femme vous installera à une grande table en bois, puis s'assiera en face de vous. Ne vous laissez pas tromper sur son apparence frêle, c'est une Rakshasa, une gardienne des Asuras. Si vous vous montrez faible, elle vous tuera ou vous rendra fou au point de vous suicider. Ne lui parlez pas de vous. Elle vous piégera en vous rappelant un souvenir passé ou en laissant entrevoir le moindre sentiment d'insécurité. Son bavardage innocent est une tentative pour vous arracher la peur, mais vous ne devez pas lui donner le moindre détail. Si elle vous offre de la nourriture ou une boisson, ne les prenez pas. Si vous commencez à vous sentir fatigué et qu'elle vous propose un lit, refusez. Si elle vous supplie, ignorez-la. Elle peut même prendre des formes hideuses et monstrueuses pour vous effrayer. Ne montrez pas que vous avez peur et ne criez surtout pas. Bientôt, elle comprendra que vous êtes sérieux et vous demandera quel est votre but. Rassemblez autant d'assurance que possible et répondez « Je demande à recevoir un siddhi de l'un de vos maîtres Asuras ». Elle vous guidera ensuite vers une grande porte métallique, sur laquelle sont inscrits des mots sanscrits. Il s'agit de sorts chamaniques destinés à vous garder à l'intérieur. Cette porte est la dernière étape avant le début du tapa. À ce stade, vous pouvez encore quitter la boutique indemne. Les Rakshasas ne vous suivront pas et ne vous gêneront pas, à condition que vous preniez votre décision rapidement. Si vous décidez de commencer le tapa, elle attendra que vous soyez entré pour refermer la porte derrière vous. Le tapa peut alors commencer. À l'intérieur de la pièce, vous trouverez plusieurs choses. Il y a une petite table dans le coin.
Sur la table, vous trouverez une dague tordue et un petit bol rempli d'eau. Une goutte d'eau tombe régulièrement du plafond et se déverse dans le bol. Vous remarquerez également l'homme ligoté et bâillonné au milieu de la pièce. Prenez la dague et asseyez-vous en face de l'homme. Attendez patiemment d'entendre une goutte tomber dans la cuvette, puis entaillez-le une fois. Faites attention à la profondeur et à la précision de la coupure. Je vous recommande de couper ses bras ou ses jambes loin des veines. Ne vous inquiétez pas s'il se tortille ou crie pendant que vous attendez le son d'une autre goutte d'eau. Ensuite, vous devez vous couper vous-même. Le tapas que vous accomplissez montre deux choses. Que vous pouvez supporter la douleur comme un asura et que vous vous délectez du plaisir de faire mal à un autre être. Pour obtenir le siddhi d'un asura, vous devez prouver que vous pouvez agir comme lui. Vous devez effectuer ce tapas exactement 50 fois. 25 entailles pour vous et 25 pour l'homme. Chaque entaille étant légèrement plus profonde que la précédente. Faites attention à vos coupures. Vous devez vous assurer qu'aucun de vous ne se vide de son sang avant le dernier coup de poignard. Si vous et l'homme survivez, vous remarquerez des changements significatifs lors de la dernière entaille. Toutes vos blessures commenceront rapidement à se refermer et vous vous sentirez énergique et actif. Vous ressentirez peut-être le besoin de prolonger les souffrances de l'homme, mais vous devez le tuer. Ces pulsions sont courantes, mais elles peuvent être contrôlées. Vous êtes maintenant assez fort pour écraser complètement la porte métallique et vous laisser sortir. Ne vous étonnez pas si le Rakshasa s'incline devant vous en sortant. Votre température corporelle sera plus élevée que celle d'une personne moyenne, au point que les autres penseront que vous avez de la fièvre. Mais vous découvrirez que vous ne contracterez plus jamais de maladie et que vous vieillirez moins vite et vivrez plus longtemps que la plupart des humains. Vous pourrez envisager de changer d'état au bout de quelques décennies. Les gens commenceront à se poser des questions sur une personne de 80 ans qui en paraît 20. Vous ne voudrez peut-être pas non plus vous embarrasser d'une famille. Ce pouvoir n'est pas génétique, et les membres de votre famille pourraient se méfier de votre apparence juvénile ou mourir bien avant vous. J'espère que vous apprécierez votre nouveau pouvoir, mais ne vous mêlez pas trop longtemps aux humains. Vos frères vous attendent dans l'au-delà. Sincèrement, Bala. Nous ne faisions que suivre les ordres. L'histoire que vous allez entendre est une histoire qui, depuis 70 ans, a été laissée à l'abandon dans le cœur des quelques personnes qui s'en souviennent. Des 12 personnes présentes ce jour-là, il ne reste que moi. Et ma propre fin approche rapidement. J'écris ce récit d'une main tremblante, uniquement pour me consoler dans mes derniers instants. Et j'espère que quiconque découvrira ce document s'abstiendra de porter un jugement sur moi ou mes camarades jusqu'à la fin. Je me souviens très bien d'avoir été assis dans une tente avec mes compagnons d'armes, juste à l'extérieur de Berlin, blottis autour d'une radio à ondes courtes et écoutant les procès des plus grands ennemis de notre nation. Ils feignaient la folie, plaidaient coupables, donnaient des comptes rendus poignants de chaque détail et de chaque crime commis de leurs mains ou sous leur surveillance. Mes préférés, cependant, étaient ceux qui plaidaient l'innocence, ceux qui disaient « Je ne faisais qu'obéir aux ordres ». Je me suis demandé ce que j'aurais fait si la guerre s'était terminée avec Moscou sous l'aigle de fer. Que dirais-je si on me demandait de justifier mes actions en temps de guerre ? Je crois que je sais exactement ce que je dirais. Et ce serait la même chose que les hommes raillés par toute l'armée rouge, à l'exception des 10 d'entre nous rassemblés dans la tente. Les 2 autres plus chanceux d'entre nous étaient déjà morts. C'était dans un village tranquille de l'est de l'Allemagne, le 24 décembre 1944. Nous avions reçu l'ordre de rechercher les soldats qui se tenaient à l'affût pour tendre une embuscade à la colonne principale de l'armée. Notre sergent, Ivan, a pris la tête de l'opération, et le reste d'entre nous s'est rangé derrière lui. Il pleuvait abondamment, obscurcissant notre vision.
Un craquement sec m'a rappelé à l'ordre et je suis immédiatement tombé à plat ventre. J'ai senti une odeur de fumée et j'ai entendu un bruit sourd dans la terre à une douzaine de mètres devant moi. Les bruits des coups de feu résonnaient dans mes oreilles tandis que nous ripostions. Nous n'avions aucune idée de l'endroit d'où venaient les coups de feu, alors chacun d'entre nous a pris sa meilleure estimation et a tiré dans cette direction. Nous savions que nous ne toucherions pas le tireur, mais nous espérions l'effrayer. J'ai décidé de ne pas tirer afin de couvrir mes camarades pendant qu'ils rechargeaient leurs armes. Lorsque les tirs ont cessé, j'ai observé attentivement les maisons voisines. Un mouvement rapide près d'une clôture en bordure de route a attiré mon attention, et j'ai rapidement tiré quelques balles sur la masse sombre. Au moins un de mes tirs a dû faire mouche car la chose est tombée au sol immobile. Mes compagnons d'armes ayant fini de recharger, j'ai éjecté mon chargeur et en ai glissé un nouveau à la place. Nous sommes restés immobiles pendant un certain temps, attendant la riposte. Comme il n'y en avait pas, Yvan s'est accroupi et s'est rapproché discrètement du cadavre. Il a tâté le pouls, puis est revenu vers nous. « Oui, nous l'avons eu », a-t-il dit. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une sorte de profonde tristesse et de regret. J'ai eu beau insister, il n'a pas voulu me dire pourquoi. Nous nous sommes levés et avons marché vers la maison d'où venait le tireur. Yvan a frappé à la porte. Nous avons attendu un moment et Yvan a fermement posé son pied sur le sol, s'apprêtant à défoncer la porte lorsqu'un coup de fusil a traversé la porte. Yvan est tombé au sol, criblé de chevrotines. Nous avons riposté à travers la porte, puis nous l'avons rapidement enfoncé avec la crosse de nos fusils. À l'intérieur, des débris de verre jonchent le sol et des impacts de balles parsèment les murs. Au sol, une jeune femme a été tuée de 4 balles. Dans sa main, le fusil qui a tué Yvan. Nous en avions assez de ce village. Nous avons saccagé la maison, jeté les tables et rempli nos poches d'objets de valeur. Quand nous avons eu fini, nous avons jeté des lampes à gaz sur le sol et des allumettes sur le liquide qui coulait. Nous avons laissé la maison en feu. Ce n'est qu'une fois dehors que nous avons entendu les gémissements. Les flammes avaient déjà pris le dessus et il était trop tard pour rentrer dans le bâtiment. La mère avait caché son bébé avant de se retourner pour nous combattre, et nous ne l'avions pas trouvé avant d'incendier la maison. Les gémissements ont continué pendant quelques minutes avant de se taire dans le crépitement des flammes. Un homme a surgi d'un bâtiment situé plus bas dans la rue et a sprinté vers nous en criant en allemand. Notre traducteur l'a regardé bouche bée, et lorsque nous avons levé nos fusils, il a levé la main pour nous arrêter. L'Allemand nous a dépassés et s'est dirigé vers le bâtiment en flammes. Il n'a hésité que brièvement sur le seuil de la porte avant de s'y engouffrer. Il n'est pas ressorti. Lorsque le feu s'est éteint, nous ne pouvions plus le voir. Le reste de notre mission s'est déroulé en silence. Lorsque nous sommes revenus sur nos pas, nous avons trouvé des gens debout dans la rue qui nous regardaient. Certains étaient en colère, d'autres tristes, mais la plupart avaient un regard vide. Je les vois encore dans mes cauchemars. Lorsque nous sommes passés devant la maison, je me suis arrêté. J'ai annoncé à personne en particulier que je devais aller pisser. Personne n'y a cru, mais cela n'avait pas d'importance. J'ai pénétré dans la coquille de la maison que nous avions détruite. Là, sur le sol de la chambre, j'ai vu le squelette d'un homme écrasé sous une poutre en bois, avec ce qui semblait des os difformes dans ses bras. Dans la cour, près de la clôture, j'ai vu un petit garçon avec un fusil jouet, vêtu de l'uniforme surdimensionné d'un soldat nazi allemand. Cette nuit-là, nous avons tous fait des cauchemars. L'homme, avec ses yeux sauvages, disait à chacun d'entre nous qu'il reviendrait pour nous, l'un après l'autre. Le lendemain, nous avions ri ensemble. Nous nous étions lancés dans nos tâches, nous nous étions efforcés de ne pas penser à l'homme qui hurlait et au bébé qui gémissait sous les flammes. L'un après l'autre, au fil des années, nous sommes morts. Ici, l'un d'entre nous est tombé d'une tour que nous étions en train de construire. Là, une forme agressive de cancer est apparue soudainement dans le cerveau. Jamais évident, mais toujours suspect pour nous.
parce que nous le savions. Nous savions tous ce qui se passait. Lorsque nous étions deux, Joseph et moi, il était venu me rendre visite. Quand il a frappé, j'ai cru que mon heure était venue. Mais j'aurais dû savoir que je serais le dernier. « Il vient pour moi », avait dit Joseph. « C'est mon heure maintenant. » J'aurais voulu le consoler, lui assurer que ce n'était qu'une coïncidence. Mais nous savions tous les deux qu'il n'en était rien. Cette nuit-là, Joseph a pleuré sur mon épaule et moi sur la sienne. « Je suis tellement désolé », avait-il sangloté. « Je ne savais pas. » Le lendemain, il s'est tiré une balle dans son appartement. C'était il y a une semaine, et maintenant c'est mon tour. Je sais qu'il arrive. Chaque nuit, dans mon sommeil, il me regarde dans les yeux et me sourit. Chaque nuit, il sourit plus fort. La nuit dernière, il a commencé à parler. Silencieusement, si silencieusement que je n'entends plus rien de ce qu'il dit, si ce n'est qu'il parle. Je ne veux pas entendre ce qu'il a à dire. Je ne peux pas dormir cette nuit. Je veillerai le plus tard possible et, avant de m'endormir, je monterai sur le toit et me tiendrai au bord. Il le faut. Je ne peux pas savoir ce qu'il dira. Ils nous ont tiré dessus. La femme a tué Ivan. Nous ne pouvions pas savoir pour le bébé. Nous éliminions la résistance nazie, c'est tout. Nous ne faisions que suivre les ordres. Bon sang, nous ne faisons que suivre les ordres. Je suis sur le point de faire une chose très stupide. Je sais que c'est stupide, je le sais, mais je crois que je n'ai plus le choix. Et je dois le faire maintenant, tant que j'en ai le courage et la volonté et que mes mains sont encore stables. Je suis malade. J'ai toujours été malade. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Quand j'étais jeune, mes parents ont prié pour que ce ne soit qu'un précurseur de l'épilepsie, mais les crises ne sont jamais arrivées. Je ne peux pas me faire confiance. Je vois des choses. Certains jours, je les entends et je les sens aussi. Je devrais dire que j'avais l'habitude de les voir. Après avoir pris toutes les combinaisons possibles de pilules imaginées par 3 médecins, je pensais que nous avions enfin trouvé la bonne clé chimique pour mon cerveau en panne. Cela fait 6 ans que je suis stable et relativement normal, que j'ai échangé une maison de transition contre un minuscule studio, une collection d'effets secondaires, pour la plupart tolérables, et un emploi stable. Je sais que ça peut paraître ennuyeux pour la plupart des gens, mais je chérissais chaque instant de cette monotonie douloureusement simple. Et puis, tout s'est dégradé d'un seul coup. Vendredi matin, je me réveille après le premier rêve que j'ai fait depuis des années. Une fantasmagorie vivante de couleurs et de sons, et je quitte à contre-cœur mon appartement parfait et stérile pour me rendre à pied au travail. Je le remarque dès que l'ascenseur s'ouvre. L'immobilité et le silence étrange qui règnent dans l'air lourd. La porte d'entrée du complexe est ouverte, déverrouillée et se balançant doucement. La moindre trace de fumée dérivant vers l'intérieur dans la brise humide. Dehors, les larges rues sont vides et dénudées. Ma bouche est soudain sèche et je bascule sur mes talons, en proie à une vague de panique et de déjà-vu qui me paralyse. Cette hallucination particulière, le silence, la fumée et le vide, a toujours été ma plus fréquente. Je ne l'ai pas eue depuis 6 ans, mais sa familiarité me pique. Je ferme hermétiquement les yeux et donne un coup de main sur les panneaux de boutons ébréchés. Quelques instants plus tard, je suis au dernier étage, marchant à moitié à l'aveuglette jusqu'à ma porte avec une familiarité exercée. Une fois à l'intérieur, je m'assois sur mon lit, saisissant fermement la poignée de ma canne, les yeux fermés, respirant lentement et régulièrement. Je suis concentré. Tout est calme, tout est clair. J'ouvre les yeux. Je ne peux pas rester dehors comme ça, je le sais. J'ai été renversé par une voiture alors que j'étais sans domicile fixe, errant hébété dans la rue, tandis que mon esprit enfiévré ne voyait que le vide. J'aurais besoin d'une prothèse de hanche avant l'âge de 40 ans.
j'entends les lamelles de mes os grincer un peu à chaque pas laborieux. J'appelle mon patron et laisse un message laconique, m'excusant d'être trop malade pour aller travailler aujourd'hui. Je retiens mon souffle en ouvrant l'unique petite fenêtre de mon studio. Il est si proche de l'immeuble voisin que je peux presque toucher son mur de briques et je ne peux pas voir la rue de cette hauteur et de cet angle. Mais alors que je m'efforce de me pencher par la fenêtre, des bruits de cris et quelques gémissements de moteur arrivent jusqu'à moi. L'obscurité du silence est rompue et je ressens un grand soulagement, sachant que mon épisode est terminé. Je suis en train de compter les pilules en colonnes ordonnées sur la table, me prouvant pour la 5e fois que j'ai pris mon traitement quotidien. Lorsque je commence à entendre des cris. Ils partent de très loin, chevauchent les piliers et les supports de la tour jusqu'à ce qu'ils semblent émaner des eaux de l'édifice. 1 heure plus tard, les sons semblent provenir de l'extérieur. Horribles, terrifiés, des amas incoatifs de mots à moitié formés, de supplications, ponctués de cris humides et déchiquetés et de lourds bruits sourds. Les exercices de respiration et de relaxation ne m'aident pas, et je m'agrippe au bord de mon lit, trempé de sueur. L'idée apparaît toute faite dans mon esprit. Je dois barricader la porte, je lutte pour l'étouffer. Ce serait comme si j'abandonnais. Tous les progrès que j'ai faits ne serviraient à rien si j'envisageais l'idée que l'épisode est réel. Mais les cris, c'est nouveau pour moi. Il y a un bruit de mouvement à l'extérieur et la poignée de la porte tourne violemment et tremble contre le pêne dormant. J'essaie de crier, mais ma gorge est desséchée et seul un croassement sec en sort. La porte commence à fléchir légèrement lorsque des coups violents sont assénés à l'extérieur. Et un chœur de voix folle et gesticulante crache un étrange charabia de syllabes brisées. Il ne me faut qu'un instant pour me décider. Je me lève d'un bond et me jette de tout mon poids sur l'étagère, la percutant avec un éclair de douleur. Elle bascule lentement, s'inclinant d'abord comme un arbre, puis s'écrasant au sol. Par-dessus l'étagère, mon bureau et mes chaises tombent, ma hanche hurlant à chaque pas. Je m'effondre à nouveau sur le sol, m'efforçant de respirer, et j'écoute le martèlement s'atténuer et les voix horribles se retirer. C'était il y a 2 jours. Ils reviennent tous les jours et grattent à la porte, en chuchotant cet ignoble charabia. Parfois, je me permets de penser que je peux reconnaître les voix. Le téléphone est mort et il n'y a plus d'électricité. Lorsque je me penche par la fenêtre pour appeler à l'aide, la seule réponse que j'obtiens est un cri occasionnel ou un babillage ululé. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais au plus mal, mes crises duraient des heures, tout au plus. Mais là, je suis perdu. Il me reste très peu de nourriture et la pression de l'eau a déjà baissé. Allongé dans mon lit, dans la chaleur de la fin d'été, dans un moment de silence presque total, l'inévitabilité de la situation me vient à l'esprit. Si je reste, je mourrai de faim. Ce qui m'arrivera de l'autre côté de la barricade ne dépendra que de mon état de santé. Je veux croire avec un désir soudain que je suis simplement malade, simplement et profondément malade. La certitude m'envahit et je me sens soudain éveillé et lucide. J'ai besoin d'un médecin, c'est certain, mais bientôt l'hallucination se dissipera et mon esprit guérira. Il faut juste que je me sorte de cette situation. Je dois sortir. Je retire lentement la bibliothèque, l'éloignant doucement de la porte pour qu'elle repose avec les autres meubles. C'est bien, je m'en assure. C'est sain, oui. Je tourne le verrou, pose ma main sur la poignée et tente de réprimer la terreur qui monte dans mes tripes. J'exerce une légère pression. Dehors, j'entends un bruit sec et un murmure grave de voix insondable, et ma certitude s'évanouit, ne laissant place qu'à l'horreur froide et nue. Ma main est sur la porte, et je suis sur le point de faire quelque chose de très stupide. Cette creepypasta raconte l'histoire angoissante d'une personne souffrant de troubles mentaux graves,
qui ne sait plus distinguer la réalité de ses anciennes hallucinations. Après des années de stabilité grâce à un traitement, elle retombe brutalement dans un cauchemar familier, un monde silencieux, vide, inquiétant, puis peuplé de cris monstrueux et de voix inhumaines qui grattent à sa porte. Mais cette fois, quelque chose cloche. Les sensations sont plus fortes, les bruits plus réels et la peur bien plus viscérale. Est-ce une rechute de sa maladie ou est-ce que l'horreur est vraiment en train de se produire dehors? Prisonnière entre deux dangers, la folie ou une menace réelle, la personne décide de sortir, alors même qu'une voix lui murmure que c'est peut-être la pire erreur de sa vie. L'angoisse vient du doute. 25 ans plus tard, je raconte enfin ce qui est arrivé à ma sœur. Ma sœur est partie depuis 25 ans maintenant. Je pense qu'il est enfin temps de raconter son histoire. C'était l'été. Ma sœur Ludivine et moi venions à peine de vivre à la ferme depuis 6 mois. Notre père était parti à l'armée depuis environ 2 ans et il nous manquait beaucoup. Notre mère travaillait dur pour nous élever tous les deux et son travail ne faisait qu'augmenter du fait qu'elle s'occupait également de la ferme. Nous faisions de notre mieux pour aider notre mère dans les tâches quotidiennes, nourrir les poulets, ramasser les œufs, donner du foin aux animaux et nettoyer les cochons. Nous avions le sentiment d'avoir travaillé dur, même si notre part de travail représentait moins de 10% de ce qu'il fallait faire chaque jour. Nous passions le plus clair de notre temps à faire ce que n'importe quel enfant de 6 ou 8 ans peut faire, jouer dans la cour. Notre maison était une vieille maison à 2 étages peinte en blanc, plus un sous-sol. La peinture des murs extérieurs s'écaillait et les volets manquaient. Mais elle était confortable et agréable, avec même une grande balançoire en pneus sur l'arbre à l'avant. Autour de la maison et de la grange, il y avait des kilomètres de champs de maïs. Ludivine et moi courions souvent à travers le maïs, jouant à divers jeux, à cache-cache, etc. Il se trouve qu'un jour, nous avons couru plus loin que jamais dans le champ de maïs. Le champ a cédé la place à une grande terre vide, désolée et stérile. Je dis bien vide, mais il y avait bien sûr de l'herbe haute et non entretenue, et un arbre singulier. L'arbre en lui-même était un spectacle quelque peu inquiétant. L'écorce était noire et écaillée, les branches dénudées et noueuses. Le tronc était grand et épais. Un adulte aurait pu se tenir de l'autre côté sans que nous le sachions. Le tronc se tordait et se courbait d'une manière peu naturelle. Le simple fait de regarder l'arbre me mettait mal à l'aise. D'autant plus que le monde autour de nous était silencieux. Pas d'oiseaux, pas d'insectes. Le vent retenait son souffle. L'arbre dégageait une sorte d'aura, une sorte de puanteur de bois pourri et de carcasses d'animaux qui nous emplissaient les narines. Saisissant la main de ma sœur, j'ai essayé de la faire reculer. Je l'ai suppliée de faire demi-tour. Elle m'a souri et m'a dit que c'était bon, puis m'a convaincu que nous devions nous reposer. C'est ainsi que, malgré mon bon jugement, nous nous sommes assis à la racine de la bête. Oh mon Dieu! Si seulement j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, je l'aurais prise dans mes bras et ramenée à la maison, en lui donnant des coups de pied et en criant. Nous avons eu l'impression de parler pendant des heures. Nous avons parlé de tout. Nous avons dit que papa nous manquait, que nous étions impatients de récolter les citrouilles, que nous allions en sculpter pour Halloween et que nous allions nous déguiser pour la chasse aux bonbons que nous devrions faire en ville. Ludivine a fini par évoquer sa tristesse face au manque de jouets que nous possédions, car nous n'avions pas encore gagné assez d'argent avec la ferme pour en acheter de nouveaux. Elle m'a dit que si elle le pouvait, elle souhaiterait avoir de nouveaux jouets et d'autres objets de luxe. Soudain, avec une brusquerie qui nous a fait sursauter, nous avons entendu un grand bruit sourd derrière l'arbre. Lentement, prudemment, en nous jetant un regard effrayé, nous nous sommes pris la main et nous sommes allés voir. Là, au pied de l'arbre, se trouvaient 2 poupées de chiffon toutes neuves, avec de beaux cheveux bruns et de jolis visages peints. Chaque poupée portait une robe différente, l'une jaune, l'autre bleu ciel.
Entre les poupées se trouvait une toupie multicolore, un bateau jouet avec une finition couleur cerise et une voile blanche, ainsi qu'un jeu d'osselet avec une boule rouge brillante. Ludivine a rassemblé les jouets, malgré mes protestations, et nous sommes rentrés à la maison. Jour après jour, Ludivine est retournée à l'arbre. Je refusais de m'en approcher. Il me terrifiait. Chaque jour, elle ramenait de plus en plus de choses. Des bonbons, des jouets, des livres, des bijoux fantaisie et des vêtements à sa taille. Maman n'a jamais semblé s'en apercevoir. Comment aurait-elle pu le faire alors qu'elle était si occupée avec la ferme? Un jour, Ludivine et elle se sont disputées et Ludivine s'est enfuie. Mais moi, je savais où elle était. Je l'ai suivie discrètement, furtivement à travers le maïs. La seule lumière qui me guidait étant celle de la lune des moissons qui jetait une lueur de citrouille. J'avais raison. Elle se tenait devant l'arbre, reniflant encore de sa crise, mais parlant à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Une voix de femme douce et aérienne reprit la conversation, mais je ne pouvais pas l'entendre à cause du bruit de mon cœur qui battait la chamade, terrifié. Ludivine a supplié la femme que je ne voyais pas de l'emmener. C'est alors que j'ai trouvé le courage de m'avancer. Je sortis de ma cachette pour saisir la main de ma sœur lorsque le bruit du bois qui éclate brisa le silence. Le tronc massif et noueux s'est ouvert et je n'oublierai jamais ce qui a émergé de ses profondeurs. Figé, cloué sur place par la terreur, je l'ai regardée. Ou plutôt elle, telle qu'elle émergeait. La tête basculée d'un côté à l'autre pour laisser passer les cornes d'un crâne de bovin, qui lui servait de tête par l'ouverture du tronc. Des cheveux fins et emmêlés tombaient autour de ses orbites dépourvues d'yeux et se drapaient sur les épaules et les cornes osseuses. Les mains qui la tiraient en son lieu de repos étaient plus des griffes que des mains, et ses pieds étaient également griffus. Elle ne portait aucun vêtement, mais cela ne faisait qu'accroître son caractère grotesque. Une peau flasque pendait sur une ossature squelettique, un bas-ventre boudinait. Sa peau avait la couleur du lait tourné, salie par la terre et pourrie par endroits, encore enduite de sang séché. Elle donnait l'image d'une vieille femme qui a perdu tout son poids, mais pas sa peau, et qui en a gardé juste assez pour s'amasser au niveau du bas-ventre. Malgré ma terreur, Ludivine ne semblait pas perturbée par cette femme, ni par cette créature, qui tendait la main vers elle. Je l'ai fait reculer, mais la chose a attrapé son autre main. C'était un bras de fer qui semblait durer une éternité. Mais avec toute ma peur, mes mains étaient trempées de sueur et la main de Ludivine s'est détachée. Je suis tombé par terre et quand j'ai relevé la tête, ma pauvre sœur n'était plus là. La créature, elle, n'avait pas disparu. Elle planait au-dessus de moi, tendant la main pour me prendre aussi. Je me suis relevé et j'ai couru. La créature a poussé un cri terrible, mélange de rage et de colère. Elle s'est mise à quatre pattes et m'a poursuivi à travers le maïs. Je pleurais, ma vision se brouillait, mais je me suis frayé un chemin. J'ai franchi la ligne de maïs et j'ai couru vers la maison. En jetant un coup d'œil en arrière, je pouvais la voir me lancer un regard noir sur la ligne. Ma mère n'a pas cru à mon histoire, mais qui l'aurait cru? La police a été appelée. Les recherches se sont poursuivies, mais elle n'a jamais été retrouvée. Ma mère a refusé de déménager, même après l'enterrement de ma sœur, car elle avait renoncé à l'idée qu'elle était encore en vie. Voilà. J'ai donc grandi dans cette maison. Mais je ne suis jamais retourné sur les lieux du drame. Je savais que la créature était là, qu'elle regardait, qu'elle attendait. À l'âge de 19 ans, je suis finalement retourné à cet arbre, une tronçonneuse à la main. Je voulais m'assurer que personne ne vivrait jamais ce que j'avais vécu. Mon Dieu, j'étais un imbécile. Ça m'a pris une bonne heure, mais je l'ai abattu. Et au cours des semaines suivantes, nous avons brûlé cette maudite chose. J'aimerais pouvoir vous dire que tout s'est arrêté là, mais je suis assis ici, dans la maison de mon enfance, tapant à la vieille machine à écrire à la lumière du jour et de la pleine lune des moissons. Dehors, la créature m'observe depuis l'arbre de la cour avant, celui avec la balançoire en pneu, et elle attend. Il semble qu'en détruisant et en brûlant l'arbre, je l'ai simplement encouragée à se rapprocher.
Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas quitté ma maison depuis 14 ans. L'ombre dans l'embrasure de la porte. J'adore les mythes, les légendes urbaines, les histoires paranormales et les chroniques de mystères et de phénomènes inexplicables. Enfant, je recherchais activement des livres et des articles sur le sujet, même s'ils n'avaient qu'un vague rapport avec celui-ci. 20 ans plus tard, j'aime toujours autant me plonger dans les histoires de l'inconnu. La différence, c'est qu'il y a 20 ans, je n'avais pas accès à la merveilleuse toile mondiale. Aujourd'hui, j'ai littéralement un monde plein de mythes, de légendes et d'histoires à portée de main, et c'est pourquoi je me livre souvent à de longues sessions de recherche sur Google, afin d'absorber autant d'informations que possible. L'inconnu m'intrigue. Cela signifie qu'il y a des choses à découvrir et des mystères à résoudre. C'est au cours de l'une de mes nombreuses séances de recherche de mystères que je suis tombé sur l'histoire de l'homme au chapeau, une forme de personne de l'ombre. Je suis tombé sur la légende du peuple de l'ombre complètement par hasard, en cliquant sur des liens aléatoires sur Wikipédia. Mais c'est l'article sur l'homme au chapeau qui a suscité mon intérêt. Il a réveillé un souvenir longtemps endormi dans les profondeurs de mon esprit. Voici le récit de ma rencontre avec ce que je crois être l'homme au chapeau. Je ne me souviens pas de l'âge que j'avais, environ 4 ou 5 ans, mais il devait être assez tard dans la nuit. Mes parents s'étaient retirés pour la nuit et la maison était plongée dans l'obscurité. La seule source de lumière était le léger reflet de la lune qui filtrait à travers les minces rideaux de ma chambre. J'étais allongé sur la couchette supérieure du lit superposé que mon père avait fait pour nous. La couchette inférieure était occupée par ma jeune sœur qui dormait profondément depuis des heures. C'était presque Noël et je restais éveillé, réfléchissant à la complexité du monde, ce qui est devenu une habitude au fil des ans. Toutefois, il est probable que les énormes complexités que j'essayais de comprendre dans mon esprit avaient quelque chose à voir avec le temps qu'il restait avant Noël, cette nuit-là. Alors que je fixais le plafond, complètement plongé dans mes pensées, j'ai soudain pris conscience d'une sensation qui s'est répandue dans mon corps. Un frisson me parcourut la nuque, me faisant dresser les cheveux sur la tête. Si j'avais été à 2 doigts de m'endormir, j'étais maintenant bien réveillé. Je retins ma respiration et restai immobile, m'efforçant d'entendre quelque chose qui me donnerait un indice sur ce qui m'avait mis si brusquement sur les nerfs. Je n'entendis rien, si ce n'est la respiration profonde et rythmée de ma sœur dans le lit du dessous. Quand je n'ai plus pu retenir ma respiration, je l'ai relâchée aussi silencieusement que possible. Je n'ai rien entendu d'anormal. Alors, après quelques minutes de plus à rester allongé aussi calmement que possible, j'ai décidé de rouler sur le côté, de façon à voir le couloir par la porte de ma chambre. J'ai fait cela de manière à donner l'impression à quiconque me regarderait que je me retournais dans mon sommeil, juste au cas où l'un de mes parents entrerait et me reprocherait de ne pas être endormi aussi tard, comme je suis censé l'être. Alors que je terminais ma manœuvre d'expert, j'ai entendu un bruit dans le couloir. On aurait dit des pas, ce qui était un soulagement. C'était juste mon père qui vérifiait quelque chose dans la maison. Mais lorsque les pas se sont rapprochés de la porte de ma chambre, une vague d'inquiétude m'a envahi. Mon père faisait toujours très attention à être aussi silencieux que possible lorsqu'il se promenait après l'extinction des feux, afin de ne réveiller personne. En écoutant ces bruits de pas, je me suis demandé s'il ne s'agissait pas de ma mère, car l'auteur de ces bruits ne semblait pas faire d'efforts pour les masquer. Je réfléchissais à cette curiosité, lorsqu'une silhouette émergea du couloir et s'arrêta dans l'embrasure de la porte de ma chambre. Une fois de plus, j'ai retenu ma respiration, essayant de rester aussi calme que possible. La silhouette se tenait dans l'embrasure de la porte et respirait bruyamment. C'était bien un homme, à en juger par le bruit de sa respiration. Pendant quelques instants, je me suis détendu, pensant que c'était finalement mon père. J'ai recommencé à respirer et j'ai fermé les yeux, faisant semblant de dormir.
mais le bruit de la respiration est resté dans l'embrasure de la porte. J'ai rouvert les yeux et j'ai vu l'image qui s'offrait à moi. Mon sang se glaça. Mon père n'avait pas l'habitude de s'attarder dans l'embrasure des portes. De plus, mon père était loin d'être aussi grand que le cadre de la porte, et il ne portait pas, ou même ne possédait pas, de chapeau à large bord. Je restais aussi immobile que possible, espérant que la silhouette ne verrait pas que j'étais réveillé. Ce monologue me rappela la phrase du chant de Noël. « Il te voit quand tu dors, il sait quand tu es éveillé. » Je me suis dit en souriant que le personnage dans l'embrasure de la porte était le Père Noël et qu'il attendait que je m'endorme. Bien sûr, c'était logique, à l'approche de Noël. J'ai fermé les yeux une fois de plus, prêt à m'endormir. Une fois de plus, j'ai ressenti un sentiment de malaise. Les poils de ma nuque se sont dressés une fois de plus. Quelque chose ne collait pas avec cette conclusion. Le Père Noël ne porte pas de chapeau à large bord. De plus, j'étais presque certain qu'il n'était jamais représenté comme étant grand et large d'épaules. La figure dans l'embrasure de la porte n'avait pas du tout l'air ou l'impression d'un Père Noël. Mes yeux s'ouvrent à nouveau. Je devais découvrir qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Malgré la lumière qui filtrait à travers les rideaux, je n'arrivais pas à distinguer les détails de la silhouette. Mes yeux s'étaient bien adaptés à l'obscurité et je pouvais distinguer à peu près tout ce qui se trouvait autour de cette silhouette. Mais la personne qui se tenait dans l'embrasure de la porte aurait pu n'être qu'une ombre. La seule chose qui me disait qu'il ne s'agissait pas d'une ombre, c'était la respiration lourde qui accompagnait la silhouette. Au moment où je sentais que je ne pouvais plus rester immobile, la silhouette prit une dernière grande inspiration et s'éloigna de la porte, semblant se fondre dans le néant. À ce stade, beaucoup d'enfants auraient probablement crié pour réclamer leurs parents, ou tout le moins jeter leur couverture sur la tête. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, je suis resté allongé réfléchissant à mon nouveau mystère de la nuit, ayant totalement oublié Noël, jusqu'à ce que je m'endorme. Je me souviens avoir demandé à mes parents le lendemain s'ils avaient passé du temps à nous surveiller, ma sœur et moi, la nuit précédente. Ils m'ont assuré, à chaque fois que je les interrogeais à ce sujet, qu'ils ne s'étaient pas approchés de ma chambre la nuit précédente. Je crois qu'au bout d'un moment, j'ai fait comme si de rien n'était. Cela ne s'est jamais plus reproduit. De temps en temps, le souvenir me revenait à l'esprit, surtout pendant mes réflexions nocturnes. Cependant, j'y pensais de moins en moins au fil du temps et, jusqu'à ce que je voie la photo accompagnant l'article de Wikipédia sur l'homme au chapeau, je l'avais presque complètement oublié. Aujourd'hui encore, je n'ai aucune idée de ce que c'était. S'agissait-il d'un somnambulisme de l'un de mes parents ? S'agissait-il de quelqu'un qui n'avait pas sa place dans la maison ? S'agissait-il d'un être surnaturel ou autre ? Mais la photo de l'homme au chapeau sur Wikipédia est absolument identique à la silhouette qui se tenait dans l'embrasure de ma porte. La véritable histoire du chauve qui a assassiné 37 personnes. J'ai vécu dans le New Jersey, dans une vieille maison victorienne, en plein milieu de la campagne. Là où j'habitais, les téléphones portables ne recevaient que très rarement. Il y a quelques décennies, lorsque j'étais enfant, un lotissement a été construit. 2 grands ensembles. Ils ont déboisé quelques kilomètres de Barrens pour le construire. C'était à 2 pas de chez moi. Une fois les travaux terminés, les gens ont emménagé. Des citadins, en fait. Il s'agissait soit de personnes âgées, soit de nouvelles familles avec de jeunes enfants. Des gens qui voulaient mettre un terme à leur vie ou en commencer une nouvelle. Rien de particulier. J'ai connu une poignée d'enfants à l'école primaire, mais aucun d'entre eux n'avait exactement mon âge. Ils étaient normaux. Lorsque les gens ont emménagé, ma mère s'était forcée de rencontrer tout le monde, étant donné que nous étions si proches. Un homme m'a particulièrement marqué, surtout parce qu'il était chauve, mais jeune. Je dirais qu'il avait 38 ans au plus.
Ma mère m'a dit de ne rien dire parce qu'il avait peut-être une maladie ou quelque chose comme ça. Les années ont passé, j'ai grandi et je suis entré au collège. Un jour, je suis rentré à la maison. J'ai dû marcher parce que j'avais raté tous les bus. Je suis passé devant le lotissement. En jetant un coup d'œil dans la rue, je n'ai vu personne, pas une âme. Il était environ 17h20, d'après ma montre, si je me souviens bien. Normalement, tous les pères de famille rentraient chez eux vers 17h. La curiosité m'a pris. J'ai marché dans la rue pour voir ce que je pouvais voir. Toutes les maisons étaient sombres, sauf celle du chauve. J'ai jeté un coup d'œil à sa fenêtre et j'ai vu toute la population de la petite communauté assise dans son salon. Des enfants, des parents, des personnes âgées. Tout le monde. Au milieu de tout cela se tenait l'homme chauve. On aurait dit qu'il s'agissait d'une simple réunion informelle. Les gens parlaient et riaient. Peu importe. Je ne savais pas pourquoi je m'en souciais de toute façon. Je suis rentré chez moi à pied et j'ai été puni pour être en retard et ne pas avoir appelé l'école. Ce soir-là, ma mère a reçu un appel d'une autre voisine qui lui a dit qu'elle entendait des bruits de grincement inquiétants dans la petite communauté. Ma mère a dit que quelqu'un était probablement en train de faire des travaux. Lorsqu'elle m'a demandé si j'avais vu quelque chose en rentrant chez moi, je n'ai pas répondu, car j'étais encore amer qu'elle m'ait puni en premier lieu. Le lendemain, tous les enfants de ce petit quartier ont été notés absents à l'école. Et le jour suivant. La police est allée enquêter cette nuit-là. La première chose qu'elle a trouvée, c'est une oreille sur la pelouse de la maison de l'homme chauve. Une oreille humaine coupée. Le bras d'un enfant a été trouvé dans une poubelle, jeté avec quelques boîtes de pizza vides. Et le torse ouvert d'un homme a été retrouvé dans les bois derrière la propriété, avec des marques de morsures humaines pénétrant dans la chair. Le reste de la communauté se trouvait à l'intérieur de la maison. Toutes les entrées, portes et fenêtres étaient barricadées. Lorsque la police a enfoncé la porte, ils ont trouvé les cadavres de tout le monde, de toute la population du lotissement. Enfants, parents, personnes âgées. Tout le monde. Certains étaient mutilés au point d'être méconnaissables, et il manquait à la plupart d'entre eux des organes tels que le foie et les reins. Les analyses médico-légales ont montré que les victimes étaient vivantes lorsque les organes ont été prélevés. Le corps d'un enfant a également été retrouvé dans le four de la maison, brûlé au point que sa peau avait fondu. Encore une fois, les analyses médico-légales ont montré que l'enfant était vivant lorsque sa peau a commencé à fondre. Enfants, parents, personnes âgées, tout le monde était mort, sauf l'homme chauve. Une recherche sur ses antécédents a prouvé qu'il était impliqué dans une secte occulte locale connue pour ses pratiques dans les Barrens. Il s'est enfui, et il n'a pas été retrouvé. Inutile de dire que ce qui s'est passé a littéralement déchiré notre communauté de multiples façons. Au lieu du boogeyman, mes amis et moi avons fait des cauchemars à propos de quelque chose de réel, d'un homme chauve. Les films d'horreur ne me faisaient pas peur, parce que je savais qu'ils étaient faux. Ce qui s'est passé était réel, et cela me terrifie encore aujourd'hui. Le massacre a eu lieu en 1984. J'ai aujourd'hui un certain âge, et je suis retourné sur le site le mois dernier. Les maisons sont encore là, elles sont toutes abandonnées. L'unique route qui relie autrefois la communauté au monde extérieur est depuis longtemps envahie par la végétation. C'est un véritable paradis pour les fans d'Urbex. Je ne trouve aucun dossier de police. Je ne trouve pas non plus de bulletin d'information sur les meurtres. Les maisons sont toujours là, mais tout ce qui a trait à cet endroit semble avoir complètement disparu. Je pourrais passer des heures à raconter toutes les légendes urbaines que j'ai entendues à ce sujet. Quelques personnes connues ont d'ailleurs publié une histoire dans leurs livres, je crois. Rien n'est concluant. Pas d'articles de journaux. Pas de dossier en cours au tribunal. J'ai cherché d'autres dossiers de certains enfants de mon école, mais ils n'ont jamais été légalement documentés. Mais moi, je sais.
et toutes les autres personnes qui en ont été témoins et qui vivaient dans le comté de West Milford en 1984 le savent. Je ne peux en aucun cas vous dire à quel point les événements que j'ai décrits ont littéralement ruiné ma vie. Si vous doutez de la vérité de ces événements, la seule chose que je puisse dire, c'est que vous avez tort, tout simplement. C'est arrivé. Il ne s'agit pas d'une creepypasta ni d'une légende urbaine. Je ne sais pas vraiment quoi dire pour que vous me croyiez. Mais un total de 37 personnes ont bel et bien été assassinées de la manière la plus brutale que je puisse imaginer. L'endroit porte plusieurs noms. Avant, il s'appelait New City Village. Maintenant, c'est l'allée des démons. Cherchez vous-même si vous ne me croyez pas. Il faut que plus de gens le sachent. Et si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à me contacter. Et si jamais on se rencontre en personne et que vous vous demandez pourquoi je suis complètement chauve, je vous répondrai simplement que j'ai mes raisons.